Alexander Hamilton et le système américain d'économie politique, troisième partie, rapport sur une banque nationale. Comme on l'a vu dans les deux premières parties sur le système américain d'économie politique d'Alexander Hamilton, la prospérité et le bonheur d'une nation sont liés aux possibilités de développement du potentiel créateur de la population. Et cela implique, entre autres, que le crédit soit abondant, puisque c'est ce qui permet aux fermiers d'emprunter pour acheter des semences, aux manufacturiers d'acheter la machinerie dont il a besoin, ou aux capitaines de navires d'acheter la marchandise qu'il vendra, et bien d'autres choses encore. C'est aussi ce qui permet au gouvernement d'investir dans des projets d'infrastructure, projets d'irrigation, trains à haute vitesse, centrales nucléaires, ainsi de suite, lesquels projets créent des emplois et permettent d'augmenter la productivité du travail de la population. Les politiques d'austérité que les gouvernements d'Amérique du Nord et d'Europe ont adoptées depuis 35 ans ne font qu'appauvrir la société en plus de détruire les capacités créatrices de la population. Le droit à la poursuite du bonheur, proclamé comme droit fondamental dans la Déclaration d'indépendance américaine, n'existe pas de nos jours pour les dirigeants européens et nord-américains. Mais comment faire pour que le crédit soit abondant en tout temps, sans tomber dans un endettement qui mène le pays à la faillite? À l'époque d'Hamilton, le problème était un peu différent d'aujourd'hui parce que les diverses monnaies nationales étaient constituées uniquement de pièces d'or ou d'argent qui pouvaient servir pour le commerce entre nations en raison de leur valeur intrinsèque. Ainsi, un pays qui produisait de l'or ou de l'argent était un pays riche, quelle que soit par ailleurs son activité économique. Pour les autres, ils devaient l'acquérir, si nous faisons exception de la guerre et du pillage, par leur production qui permettait d'exporter. Et même là, souvent, comme aujourd'hui, quoique pour des raisons différentes, le crédit pouvait manquer et la conséquence était que la main-d'œuvre n'était pas complètement utilisée, ce qui est une grande perte pour la nation. Pour sortir de cette impasse, la colonie du Massachusetts au XVIIe siècle, durant les quelques décennies où elle a joui d'une certaine indépendance, a créé le papier-monnaie pour servir à l'intérieur de son territoire et générer une activité économique qui lui permette en retour d'augmenter les exportations et ainsi d'obtenir l'or et l'argent qui lui faisaient cruellement défaut. D'un autre côté, des banques publiques existaient déjà depuis des siècles, lesquelles émettaient des titres qui remplaçaient de façon limitée le rôle de la monnaie. Aux États-Unis, à l'époque où Hamilton écrit ses rapports, il n'existait que 3 banques publiques et elles ne généraient pas suffisamment de crédit pour le pays. La nation était en panne. Dans son rapport sur une banque nationale que nous présentons ici, Hamilton répond au Congrès qui lui demande ce qu'il faut faire pour créer un crédit abondant pour la nation, en disant « Serait-il suffisant que l'État émette du crédit selon les circonstances ou faudrait-il d'autres mécanismes ?» Hamilton commence par étudier comment les banques publiques aux États-Unis et en Europe génèrent du crédit. Il note que les gens déposent leur or et leur argent en attendant d'en avoir besoin pour l'investir d'une façon ou d'une autre. Sans banque, l'or et l'argent des individus sont pour ainsi dire morts tant qu'ils restent chez les gens en attendant d'être activés. Par contre, lorsqu'il est déposé à la banque peut le prêter sous forme de papier-monnaie et le rendre ainsi actif jusqu'à ce que l'individu doive à nouveau le retirer pour l'utiliser. La banque peut prêter non seulement ce que ses actionnaires possèdent, mais une partie de ses dépôts, puisque tous ses déposants ne réclameront pas tous leur argent simultanément. Par conséquent, si tout se faisait sous forme d'or et d'argent plutôt qu'avec du papier-monnaie, elle ne pourrait pas prêter plus que ce qu'elle et ses déposants possèdent. De la sorte, il est estimé qu'une telle banque peut prêter 2 à 3 fois plus que le capital de ses actionnaires. C'est donc le crédit du pays entier qui se trouve augmenté considérablement, et cela permet une augmentation de la production nationale. Hamilton souligne aussi que les banques publiques sont extrêmement utiles parce qu'elles permettent au gouvernement d'obtenir facilement une aide financière et aussi parce qu'elles facilitent le paiement des impôts, d'abord parce que ces paiements n'ont plus à se faire en or ou en argent, et ensuite parce qu'elles permettent aussi de prêter de l'argent à ceux qui en ont besoin pour les payer. Pourtant,
Certains s'opposent aux banques publiques. Ils disent que cela favoriserait l'usure, parce que comme les banques exigent de la ponctualité dans les paiements, alors certains doivent emprunter à des taux usuraires pour repayer à temps. À cela, Hamilton répond que les gens seront forcés de changer leurs habitudes et de régler leurs affaires à temps, ce qui est excellent. Il ajoute que la meilleure façon de combattre l'usure est de rendre le crédit abondant. Autre objection, cela empêcherait d'autres types de prêts, car tout l'argent serait concentré dans les banques, et les banques à cette époque ne font pas certains types de prêts, comme par exemple des prêts immobiliers. Hamilton répond que non, les prêts immobiliers et d'autres du même type continueront d'exister car beaucoup d'investisseurs considèrent que ces prêts offrent de meilleures garanties qu'une banque. Là encore, plus il y aura de crédits disponibles et plus il y en aura pour tous les genres de prêts. Autre objection, l'abondance du crédit rendrait les gens imprudents ou encore cela favoriserait les aventuriers. Hamilton répond que ce n'est qu'un inconvénient mineur et que les dirigeants de banque apprendront à se défendre contre cela le mieux possible. Autre objection, les banques publiques feraient sortir l'or et l'argent du pays puisqu'on n'en a plus besoin pour le commerce interne. Hamilton répond que les exportations d'or et d'argent des banques surviennent lorsque les banques utilisent ces moyens pour payer au nom du gouvernement ou des marchands pour acheter des choses à l'étranger. Mais les banques ne sont pas l'ennemi de l'or et de l'argent pour autant. En fait, en facilitant la production et le commerce, elles favorisent l'acquisition d'or et d'argent à l'étranger. Autre objection. Normalement, en l'absence d'institutions capables de générer du papier-monnaie, une balance commerciale négative signifie que le pays manque d'or et d'argent, et par conséquent, les habitants du pays sont forcés de changer leur comportement et de dépenser moins, tandis qu'avec une abondance de papier-monnaie, on ne s'apercevrait plus du resserrement du crédit et on dépenserait trop, ce qui empirerait encore la balance commerciale. À cela, Hamilton répond que le soutien à l'industrie reste le meilleur moyen de corriger une balance commerciale négative. De plus, il note que le papier-monnaie des banques reste lié à l'or et à l'argent que celles-ci possèdent. Donc les banquiers s'aperçoivent d'un problème dans la balance commerciale et y réagissent. Hamilton déclare ensuite qu'il y a une pénurie de crédits particulière aux États-Unis. D'une part, depuis la nouvelle Constitution américaine, il est désormais interdit aux différents États de créer du papier-monnaie et, donc, une des sources les plus importantes de crédit est tarie. D'autre part, une grande partie du crédit est monopolisée par ceux qui commencent une exploitation agricole, qui demandent quelques années avant de rapporter un profit, et en conséquence, il ne reste plus de crédit pour les manufactures. Il y a donc une très grande nécessité pour une augmentation du crédit disponible. Pourtant, il faut éviter que le gouvernement fédéral crée le papier-monnaie à volonté, sinon cela se terminera presque nécessairement par de l'inflation. C'est pourquoi Hamilton propose de créer une banque nationale qui fonctionne selon les mêmes principes que les banques publiques, c'est-à-dire qu'elle ne prête qu'en fonction du capital des actionnaires et qu'elle ne prête qu'à ceux dont l'investissement permettra de rembourser le prêt. L'ultime critère d'une banque publique, c'est qu'elle veut éviter la faillite. Il doit en être de même pour la Banque nationale. Même si ce sera une institution de biens publics contrôlée par du capital privé, il ne s'ensuit pas que les intérêts particuliers seront servis plus que l'intérêt public. Hamilton énumère un certain nombre de critères qui devraient servir pour créer une banque nationale sur une base solide. Il propose d'abord que la banque ait un capital d'action de départ de 10 millions de dollars, fait de 25 000 parts de 400 dollars chacune, et que chacun puisse devenir actionnaire. Ce capital permettrait de rendre le crédit abondant pour tout le pays. 2. Les directeurs de la banque seront exclusivement américains, contrairement aux actionnaires. Ils seront élus par les actionnaires. On changera 25% des directeurs à chaque année. Il y aura un président qui sera aussi éligible et qui doit être élu à chaque année. Le pouvoir de voter n'est ni égal à un vote par action, ni à un vote par actionnaire, mais une combinaison des deux. Troisièmement, la Banque nationale fera les affaires du gouvernement
ce qui lui garantira un profit important. Par exemple, elle recevra le dépôt de l'argent des taxes avant que cet argent ne soit alloué à son emploi particulier, et cela lui permettra de le prêter à intérêt. Quatrièmement, le gouvernement paiera 6% d'intérêt sur les prêts que la banque lui fera. Cinquièmement, les notes de la banque devront être acceptées partout dans la nation, et c'est une des raisons pour lesquelles le gouvernement doit la surveiller de près. Le secrétaire au Trésor des États-Unis pourra demander à chaque semaine un rapport sur le capital action de la banque, sur sa dette, sur l'argent déposé à la banque et sur les notes en circulation et les espèces en main. De plus, il a le droit d'inspecter les livres. Par contre, le gouvernement ne dirige rien. Sixièmement, le gouvernement peut aussi être actionnaire. Septièmement, la banque ne peut pas accepter des terres en dépôt. La création du crédit ne pourrait fonctionner de cette façon. Huitièmement, la dette ne doit pas dépasser le capital de stock. Neuvièmement, la Banque nationale peut vendre des terres ou ce qu'elle possède, mais elle ne peut transiger en rien si ce n'est en papier-monnaie ou en or et argent, et les autres biens qui lui avaient été prêtés, et elle ne peut prêter à plus de 6%. Dixièmement, la banque ne peut prêter plus de 50 000 $ au gouvernement ou à l'étranger sans passer devant le Congrès. Onzièmement, des dividendes seront versés à tous les 6 mois. Douzièmement, on communiquera aux actionnaires un état de la dette à tous les 3 ans. En conclusion, soulignons que les présentes banques centrales, comme la Réserve fédérale américaine, n'ont rien à voir avec la Banque nationale d'Hamilton, même si par un étrange abus, elle s'appelle quelquefois Banque nationale. La Banque d'Hamilton, comme on l'a vu, avait un standard pour prêter. Elle ne prêtait qu'à ceux qui pouvaient rembourser. Sa façon de fonctionner était opposée à une création illimitée d'argent. Aujourd'hui, la Réserve fédérale américaine et la plupart des banques centrales européennes achètent la dette de leur gouvernement sans poser de questions, ce qui permet au gouvernement de dépenser sans compter. De plus, ces banques centrales, depuis la crise de 2008, pour aider des banques qui ont spéculé plus que de raison et qui sont menacées de faillite, achètent à prix fort les valeurs de ces banques qui ne valent rien, comme les titres adossés à des prêts hypothécaires. Ce faisant, elles n'agissent pas comme des banques soucieuses de leurs profits, et elles sont de fait en faillite. Ainsi, aujourd'hui, il y a une abondance de crédits pour les spéculateurs, mais pour le secteur productif de l'économie, c'est l'asphyxie complète. D'un autre côté, la notion de crédit du BRICS et de la Chine pour des banques de développement international, notion qu'avait promue Lyndon LaRouche depuis 40 ans, est correcte. Les prêts sont faits en fonction de générer des projets d'infrastructure qui enrichiront des pays ou des régions, qui pourront ainsi facilement repayer l'argent emprunté. Ajoutons que la Constitution américaine et la Déclaration d'indépendance sont faites en fonction de défendre le bien-être général et le droit à la poursuite du bonheur. Mais ce sont là de vains mots, à moins que la conception du crédit d'Hamilton soit appliquée. Les 3 rapports d'Hamilton définissent ainsi une économie prométhéenne, où la chose la plus importante pour un gouvernement est de promouvoir les pouvoirs créateurs de ses citoyens, qui, dans un environnement favorable, sont tournés vers l'amélioration de leurs prochains et de leur postérité. Une leçon que le BRIC semble avoir compris. Il est grandement temps que les gens de bonne volonté se mettent à l'étude des 3 rapports d'Alexander Hamilton et aux idées de Lyndon LaRouche.